Depuis des années, la mort mystérieuse de milliers de bovins sème l'inquiétude en Europe. D'autres animaux naissent avec des malformations. Des producteurs laitiers sont contraints de mettre la clé sous la porte. Des agriculteurs et leurs familles tombent malades. Le désherbant le plus utilisé dans le monde, le glyphosate, y serait-il pour quelque chose? Depuis longtemps déjà, des résidus de ce pesticide se retrouvent dans l'alimentation. Pourquoi ces bêtes meurent-elles? Pourquoi ces hommes et ces femmes tombent-ils malades? Pour notre enquête, nous sillonnerons toute l'Europe et nous irons jusqu'en Amérique du Sud, d'où partent d'énormes cargos aux cales chargés de soja OGM, destinés à l'alimentation des animaux en Europe. L'agro-industrie du continent américain se caractérise par des cultures OGM et l'emploi massif de substances chimiques. Des méthodes que certaines multinationales souhaitent exporter en Europe. Première étape, les plaines fertiles du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne. Avec, comme ici, de nombreuses exploitations familiales transmises de génération en génération. Avec des vaches aussi, sagement alignées dans l'étable. L'image même d'une idylle paysanne. À première vue, tout paraît normal. Mais en réalité, cette exploitation agricole a de gros problèmes. Depuis des années, le vétérinaire est appelé sur cette exploitation plus que de raison. Plusieurs vaches sont malades. Elles ont du mal à se déplacer. Au cours des 3 dernières années, l'éleveur Heinz Hecht a perdu une 50aine de vaches. Au début, on a 2 vaches maigres, pas de quoi s'affoler. Mais un beau jour, on en a 20 et les premières y passent. C'est là qu'on se dit qu'il faut réagir, mais en général, il est déjà beaucoup trop tard. Les bêtes ne sont pas les seules à tomber malades. L'éleveur se plaint lui aussi de problèmes de santé toujours plus fréquents. Et ses enfants qui travaillent à la ferme ont régulièrement des malaises. Yana a 23 ans et c'est surtout la traite qui l'incommode. Quand je vais à l'étable après la pause de midi, j'ai souvent des nausées. Et quand je rentre après la traite, que je prends ma douche et que je m'allonge pour me reposer, c'est pareil. Je me sens étourdie comme après un tour de montagne russe. Au cours des 10 dernières années, le vétérinaire Harim Gerlach a rencontré de nombreuses fermes dans le même cas. Certaines ont perdu des centaines de bêtes. Le fait que les agriculteurs tombent malades à leur tour n'a rien de nouveau pour lui. Les fermiers me disent qu'ils ont comme l'impression de planer à la surface du sol. Ils souffrent donc d'altérations sensorielles qui entraînent de mauvaises réactions. Ça signifie que quelque chose influe sur le cerveau ou le système nerveux et provoque ce genre de sensation. Si je n'avais pas eu le soutien de mes enfants, j'aurais fermé boutique à l'automne dernier déjà. Un hôtel près de Bad Fallingbostel, un village du nord de l'Allemagne. En 2011, des agriculteurs sinistrés y organisaient une réunion. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Eux-mêmes sont tombés malades. Certains ont même dû être hospitalisés. C'était vraiment l'enfer. Quand on a dit qu'on avait des problèmes, c'est-à-dire avant qu'on atterrisse à l'hôpital, les services sanitaires sont venus chez nous à la ferme. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait faire la traite en portant des masques et des combinaisons, et qu'on n'avait qu'à prendre une douche après chaque traite. Mais quand il faut traire les vaches en portant des combinaisons et des gants, et se doucher à chaque fois après, je me demande à quoi bon continuer à traire ces vaches, puisqu'il est évident que la ferme a un gros problème. Certains agriculteurs ici présents ont dû abandonner la production laitière et se sont retrouvés sans ressources.
Mario Couder est l'un d'eux. Nous avons filmé ses revers de fortune pendant plusieurs années. Lui aussi a perdu des centaines de vaches laitières. À l'époque, en 2011, il y avait encore de la vie dans son étable. Mais cette vie valait-elle le coup d'être vécue? Sur le flanc, on voit son ventre complètement rétracté. Et voyez comme elle marche. Ça me fend le cœur de voir ça. De toute évidence, les bêtes souffrent. Au matin, d'autres ont été retrouvées mortes dans leur box. À la ferme de Mario Couder, les tragédies se succèdent pendant 5 ans. Des vaches meurent, tout comme des veaux souvent mal formés. Mario Couder perd plus de 600 bêtes. Par crainte d'une épizootie, l'injection létale devient courante. À cette époque, l'exploitation est au bord du dépôt de bilan. Le soutien des autorités est quasi inexistant. Comme beaucoup d'autres agriculteurs, Mario Couder a de graves problèmes de santé. Il va de médecin en médecin. Monsieur Couder est un homme très malade. Son tableau clinique est nouveau et ne fait l'objet d'aucune recherche. En tant que médecin, nous ne savons rien de l'évolution de ces maladies. Et nous ignorons s'il nous sera possible de délivrer un traitement approprié. À ce jour, les maladies des agriculteurs n'ont guère suscité de réaction de la part des autorités. Et contre toute vraisemblance, l'agonie du bétail est exclusivement attribuée à une mauvaise gestion des exploitations. Mais l'espoir renaît quand la faculté de médecine vétérinaire de Leipzig se penche sur le problème. Après des mois d'analyses minutieuses, l'équipe scientifique dirigée par le médecin vétérinaire et microbiologiste Monika Krüger retient la piste d'une bactérie extrêmement toxique. Son nom? Clostridium botulinum. La présence de toxines sécrétées par cet agent pathogène est constatée dans les excrétions comme dans les organes des animaux. Et il s'avère que l'éleveur a lui aussi été en contact avec ces dangereuses toxines. On a découvert qu'il était porteur d'anticorps contre ce type spécifique de toxine, ce qui signifie forcément que son organisme a dû se défendre contre cette toxine. Sinon, il n'aurait pas développé ces anticorps. Alors pourquoi certaines fermes en sont-elles mortellement touchées et d'autres pas? Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, ces germes pathogènes sont très répandus dans la nature. Plus d'1 année passera avant que les chercheurs ne fassent une découverte décisive. L'urine des animaux étudiés contient un taux élevé de glyphosate. Et des résidus de ce désherbant se trouvent aussi dans l'organisme de l'éleveur. Mais l'établissement d'un lien entre la bactérie Clostridium botulinum et le glyphosate s'avérera compliqué. Au cours d'analyse, nous avons recherché des urines négatives chez les collaborateurs de mon institut. Personne n'a été négatif, moi non plus. Tout le monde était contaminé? Tout le monde avait des taux de glyphosate plus ou moins élevés, mais curieusement, tout le monde était positif. Ce qui veut dire que le glyphosate est partout, apparemment. C'est la conclusion qu'on pourrait en tirer. Une conclusion surprenante? Pas vraiment, car le glyphosate est le désherbant le plus utilisé dans le monde. Conçu et commercialisé par la multinationale nord-américaine Monsanto sous le nom de Roundup. On le trouve dans presque chaque jardin et toutes les grandes surfaces de bricolage. Aujourd'hui, la grande majorité des fabricants de produits phytosanitaires ont au catalogue un herbicide à base de glyphosate. Rien qu'en Allemagne, on utilise cette substance à raison de 6000 tonnes par an avec une tendance à la hausse. Les jardiniers amateurs et les concierges d'immeubles s'en servent pour garder leurs allées bien proprettes, dépourvues de toute mauvaise herbe. Mais le glyphosate est également employé en quantité énorme dans l'agriculture. C'est un désherbant total qui éradique toutes les plantes naturelles.
C'est la raison pour laquelle on l'applique souvent avant les semis pour éliminer toute forme de végétation. La limite d'épandage passe au milieu de ce champ. La différence est flagrante. Souvent, les cultures sont même traitées au glyphosate juste avant la récolte. Le produit chimique dessèche les tiges des céréales et les graines sont alors plus faciles à moissonner. Voilà par quel détour le glyphosate prend le chemin de l'étable. Mais il atterrit aussi dans le pain et les croissants, ce qui n'est pas sans risque pour notre santé. En 2012, des analyses d'urine effectuées sur un échantillon de personnes issues de 18 villes européennes ont révélé la présence de glyphosate dans près de la moitié des cas. L'équipe de Monica Kruger poursuit ses recherches. Il leur faudra des mois avant qu'ils fassent une découverte leur permettant d'affirmer qu'il existe un lien entre le germe pathogène Clostridium botulinum et le glyphosate. C'est une avancée majeure. Nous avons constaté que le glyphosate détruit les bactéries bénéfiques à l'organisme, alors qu'il n'altère pas les bactéries pathogènes ou infectieuses. Et en raison de ce déséquilibre, ces dernières peuvent proliférer dans le système gastro-intestinal, par exemple. Un constat qui inquiète, car le système digestif des animaux comme des êtres humains abrite des milliards de bactéries bénéfiques ou pathogènes dont l'équilibre joue un rôle prépondérant sur la santé. Les fabricants de glyphosate ont toujours affirmé que cet herbicide bloquait uniquement le métabolisme des plantes et non celui des hommes ou des animaux. Mais les résultats du laboratoire de Leipzig démontrent que sa nocivité peut être indirecte. L'absorption de glyphosate provoque un déséquilibre de la flore intestinale. Et certaines bactéries prennent alors le dessus, alors qu'elles n'auraient jamais pu le faire dans des conditions physiologiques normales. Qu'en disent les autorités? Au sein de l'Union européenne, l'instance chargée de faire toute la lumière sur le glyphosate est l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques à Berlin. Une instance qui ne cesse de récuser l'éventuelle toxicité animale du fameux herbicide. En janvier 2014, à Berlin, ce même institut organise un colloque qui restera dans les annales. Dans son discours d'inauguration, son directeur tient immédiatement à préciser que cette manifestation était due à la multiplication des études dénonçant les dangers du glyphosate et aux craintes des consommateurs quant à la toxicité des aliments. Dans le domaine des herbicides à large spectre, comme le glyphosate, les déclarations publiques se multiplient ces derniers temps en ce qui concerne justement la toxicité et le danger sanitaire du glyphosate. Les responsables de l'Institut font savoir qu'ils ont réexaminé des centaines d'études avec le plus grand soin, sans toutefois préciser que la majorité d'entre elles ont été réalisées à la demande de fabricants d'herbicides. Après cette réévaluation des risques, les autorités allemandes réaffirment en tout cas leur position de principe à l'égard du glyphosate. Le glyphosate n'est pas cancérigène, il n'engendre pas de malformation du fœtus et n'est pas mutagène. Pourtant, les études indépendantes qui se multiplient dans le monde entier aboutissent à des résultats diamétralement opposés. Nous partons pour Barjac, dans le sud de la France, pour assister à un congrès de chercheurs français menant des études approfondies sur le glyphosate depuis de longues années. L'équipe de scientifiques dirigée par le professeur Gilles-Éric Serralini de l'Université de Caen voit un grand danger dans l'introduction de céréales OGM américaines en Europe. Modifiées pour résister au glyphosate, ces plantes transforment l'utilisation du pesticide en rouage essentiel du business des OGM. Une évolution qui, pour les chercheurs français, serait fortement sujette à caution du point de vue scientifique. Les études préalables aux autorisations de mise sur le marché sont inexistantes ou lacunaires. Nous travaillons sur ce sujet parce que 99,9% des OGM résistent aux pesticides. Ils ont été conçus pour ça. Les chargés de communication de l'industrie des OGM ont déployé des efforts considérables pour cacher cette réalité.
Ils abordent de nombreux sujets, mais jamais celui-là. L'équipe du professeur Gilles-Éric Seralini a mené une expérience à long terme sur des rats de laboratoire nourris avec des plantes génétiquement modifiées, générant elles-mêmes des pesticides. Les résultats obtenus étaient effrayants. Maladies graves et morts prématurées. L'industrie, soutenue par les autorités, a immédiatement répliqué, avec pour résultat que la revue scientifique Food and Chemical Toxicology est allée jusqu'à retirer l'étude de Seralini, ce qui, à son tour, a provoqué un tollé dans la communauté scientifique internationale. Juin 2014 à Paris, l'équipe de Seralini donne une conférence de presse. L'étude sur les rats est republiée, mais dans une autre revue scientifique. Aujourd'hui, nous avons, donc je vais commencer par elle, republié cette étude avec de nouvelles données. Et ces nouvelles données montrent que l'herbicide principal du monde, le Roundup, provoque de graves perturbations hépatiques et rénales, provoque aussi des perturbations au niveau des hormones sexuelles et provoque aussi des effets au niveau des tumeurs mammaires. C'est un cri d'alarme. L'évaluation des produits chimiques, et en particulier des pesticides et des OGM, l'évaluation actuelle n'est pas du tout apte à protéger la santé de la population mondiale. Je vous remercie. En dépit des conclusions émises par les autorités, les doutes concernant l'innocuité du glyphosate se multiplient aussi en Allemagne. Au cours de l'été 2013, un éleveur de porcs danois apporte des porcelets congelés à l'Institut de recherche de Monika Krüger. Voilà mes porcs. Regardez cette déformation crânienne. Il y a un œil là qui commence à se ramollir. Et voilà la déformation du crâne. Je pense qu'il ne pouvait pas respirer à cause de la présence de l'œil. Vous voyez ça souvent? Oui. Les malformations sont considérables. Pattes tordues, voire inexistantes, crâne et colonne vertébrale déformées, grave dysplasie faciale. Monika Krüger est choquée par la quantité des difformités. Nous avons là une population importante de porcelets atteints d'anomalies spinales. On voit nettement un trou dans leur crâne qui ne s'est pas fermé. Et l'éleveur m'a dit que ces porcelets étaient nés vivants et qu'on pouvait voir les pulsations de leur cerveau. Pour l'éleveur Ib Pedersen, l'origine de ces malformations ne fait aucun doute. J'associe ça au glyphosate. Quand la teneur en glyphosate dans leur alimentation augmente, 75 jours plus tard, je constate une augmentation des porcelets malformés. Nous nous rendons à la ferme d'Ib Pedersen quelque temps plus tard. Son élevage compte environ 3000 porcs. Pedersen a fait mesurer la teneur en glyphosate de leur alimentation pendant plusieurs années, si bien que ses analyses portent sur plus de 30 000 animaux. Ce porcelet est né aujourd'hui. Le cordon ombilical est encore mou. Il a entre 4 et 8 heures. Il ne vivra pas. Il ne peut pas boire. Il n'a pas de nez pour respirer. Il doit respirer par la bouche. C'est le type de malformation le plus souvent observé. La tête est complètement déformée. Un spectacle affligeant devenu habituel. Des porcelets malformés dont beaucoup ne sont pas viables. Ce petit est condamné parce qu'il n'est pas capable de boire. Pedersen affirme que ces analyses révèlent clairement une corrélation entre la quantité de résidus contenus dans l'alimentation des porcs et le taux de malformation. Sa conclusion : j'ai constaté le phénomène suivant. Si la teneur en glyphosate de l'alimentation passe de 0,2 g par tonne à 1 g par tonne, 5 fois plus,
alors on aura 5 fois plus de malformations chez mes truies. C'est très marqué. En Europe, la majeure partie de l'alimentation des vaches et des porcs est composée de céréales et de soja OGM. Et bien que Pedersen n'en donne plus à ses bêtes depuis longtemps, leur fourrage génétiquement non modifié contient du glyphosate, en quantité moindre certes, mais tout de même. L'alimentation d'élevage à base d'OGM coûte moins cher et fait l'objet d'importations massives. L'essentiel du fourrage donné aux animaux d'élevage en Europe provient des États-Unis et d'Amérique du Sud. Quelques semaines plus tard, les analyses effectuées à l'université de Leipzig sur les porcelets de Pedersen sont terminées. Nous avons trouvé du glyphosate dans chaque animal et dans tous les organes que nous avons analysés, sans constater de différence significative de concentration ni dans les organes, ni dans les tissus musculaires ou les parois intestinales.